Élémentaire, mon cher Nico, une émission présentée par Nicolas Blondet, expert en qualité d'air intérieur. Chères auditrices, chers auditeurs d'Élémentaire, mon cher Nico, la première émission française européenne dédiée entièrement à la qualité de l'air, qu'elle soit extérieure comme intérieure, ce sujet qui nous englobe tout autour de nous, tout au long de la journée, mais également à l'intérieur de nos poumons, dans notre réflexe air. Ayons un réflexe connaissance pour avoir, je dirais, les meilleures façons d'agir pour en prendre soin, quel que soit le lieu où nous nous trouvons. L'actualité. Quel est-il en ce moment? On va pas parler du beau temps, on va pas parler du soleil, on va pas parler de la pluie, on va pas parler je dirais des nuages. On va parler plutôt un petit peu, on en entend depuis assez longtemps maintenant, de ces capteurs qu'on retrouve ou qu'on veut retrouver, où on juge que c'est la solution je dirais la plus pertinente pour notre qualité de l'air, pour adapter et bien faire, dans le cas des bâtiments dans lesquels nous nous trouvons, dans nos lieux de vie, ça peut être aussi un véhicule, pourquoi pas, ou un élément de transport. Donc ces capteurs, quid? On peut lancer une grande question, quid de ces capteurs? Que mesure-t-on? Quelle pertinence mesure-t-on? L'intérêt de ce que l'on mesure pour bien, je dirais, en suivant l'utiliser, pour être sûr que ce que l'on fasse et ce que l'on a vu va nous permettre d'avoir des bonnes actions derrière et d'être adapté par rapport à ce que l'on a pu relever. Alors pour parler évidemment de ce sujet, sujet extrêmement important, on entend tout et son contraire, il vaut mieux entendre des choses posées. Je reçois aujourd'hui un éminent spécialiste de cette qualité de l'air, de cette mesure, ça c'est très important, Jean-Christophe Mifsud. Bonjour Jean-Christophe, bienvenue dans l'émission. Bonjour et merci pour votre invitation. Avec grand plaisir. Il est vrai que c'est la première fois que vous nous rejoignez. L'émission, elle a pour habitude de recevoir plusieurs fois sur je dirais un temps un petit peu allongé, je dirais des spécialistes, des sachants sur le sujet, de manière à regarder comment ça évolue. Ça, c'est aussi une donnée qui est extrêmement importante. On fait pas des one-shot, au contraire, on regarde ce qui se passe. Alors Jean-Christophe, vous êtes le président fondateur de Ilona, qui était ex-Rubix. C'est ça. Après dire ça, ça veut rien, ça dit rien à tout un chacun ou quelques-uns. Vous faites partie de FIMEA, de la Fédération interprofessionnelle des métiers de l'environnement atmosphérique. Là, on commence à se dire, on rentre dans du sérieux. Alors, pour le sérieux, Ilona et Jean-Christophe Mifsud, qu'est-ce que c'est? Eh bien, écoutez, ce que l'on essaye de faire, c'est d'approcher de façon la plus globale, la plus holistique possible, tous les éléments environnementaux qui peuvent impacter la toxicité de l'environnement, la santé de tout un chacun, et donc l'adhésion que les hommes et les femmes, qu'ils soient citoyens, qu'ils soient clients, qu'ils soient collaborateurs, à leur environnement, dans leurs restaurants, leurs hôpitaux, leurs lieux de travail. Et donc, on va mesurer ainsi les émissions de gaz, les émissions de vibrations, les odeurs, les particules, les allergènes, la lumière, donc toute une série de paramètres qui vont impacter sur cette adhésion et sur notre santé. Alors justement, par rapport à cette adhésion, de l'importance de la qualité de l'air dans notre vie. Absolument. Premier sujet, on le lance, on le respire un grand coup et qu'est-ce qu'il en est? Alors, il y a plusieurs paramètres dans la qualité de l'air de façon globale. Il y a des événements chimiques et des événements physiques. Ces événements peuvent être perceptibles ou pas. Donc, il y a des gaz que l'on va sentir et puis il y a des odeurs qui peuvent être plus ou moins toxiques. Il y a aussi des paramètres physiques comme ces fameuses particules, les PM1, PM2,5, PM10 et autres. Et donc, ces éléments-là vont impacter soit de façon insidieuse parce que nous ne les sentons pas, comme le formaldéhyde, par exemple, qui sont émis par des cols, des photocopieuses, des environnements, des meubles, soit des événements que l'on sent qui vont nous impacter aussi en termes de santé ou d'adhésion, comme les fameuses odeurs d'œufs pourris ou autres, comme l'H2S. Et donc, ce que nous faisons, c'est de mesurer tout cela, et particulièrement un des gaz dont on parle régulièrement, qui est le CO2. Alors, justement, vous parliez, je rebondis juste à ce que vous disiez il y a deux phrases. Vous parliez des imprimantes ou des photocopieurs. On va donner juste un élément de bon sens à tous ceux qui nous écoutent dans leur bureau. Ne mettez pas de photocopieurs et d'imprimantes dans les bureaux des personnes. Ça doit être dans une pièce
à part, hein. On le rappelle, le photocopieur, ce sont des poudres qui vont faire l'impression, et ces poudres, quand elles sont chauffées, puisque le photocopieur chauffe, eh bien la diffusion dans l'air est d'autant plus importante, et ils aiment bien rentrer dans nos poumons, ces petites choses-là. Absolument. Pas que pour notre bien entendu. Alors, c'était le petit conseil du jour d'élémentaire. Il y en a toujours au moins un. Pour le CO2, Jean-Christophe, justement, quel effet a-t-il sur notre santé? On dit oui, le CO2, finalement, les taux de concentration peuvent augmenter, il n'est pas nocif pour nous. Peut-être de manière directe. Alors, le CO2, c'est quoi? C'est un gaz qui provient, qui est un métabolite en fait de notre respiration et de la combustion, et donc qui est émis effectivement lorsque nous expirons. Donc, quand il y a un être vivant dans un endroit clos, le niveau de CO2 va apparaître et va augmenter par rapport au niveau ambiant qui est aux environs de 400 ppm. Voilà, quand vous êtes dans l'atmosphère extérieure, on est aux environs de 400 ppm. Ce CO2, il n'a pas de toxicité réelle à part à des concentrations extrêmement fortes, mais il a un impact sur deux choses. Notre capacité cognitive, c'est-à-dire qu'en fait, nous allons nous endormir tout simplement et avoir une focalisation bien moins importante. Et donc, ça va impacter notre productivité. Le CO2 en tant que tel est donc lié au nombre de personnes qui sont présentes ou au nombre d'organismes vivants qui sont présents dans un endroit plus ou moins clos. Voilà ce qu'est le CO2, mais donc pas de toxicité en tant que tel, mais plutôt une relation à ce qu'on appelle le confinement, le nombre de personnes présentes. D'où l'importance de penser, dès qu'on est un peu nombreux dans une pièce, à renouveler un petit peu plus fréquemment ou carrément à aérer suffisamment, bien évidemment. Absolument, mais pas pour des raisons de santé, ni pour des raisons de salubrité, mais pour des raisons de productivité. Et donc, et de bien-être. Et quand on parle aujourd'hui du CO2 pour résoudre les problèmes de salubrité virale notamment, eh bien, ce n'est pas le seul élément porteur de cette salubrité. Il est clair que le CO2 contribue simplement en étant un indicateur de présence, mais la réalité, c'est que la dispersion du virus va provenir de sa capacité à se clusteriser, et désolé pour mon franglais, c'est-à-dire de trouver des véhicules dans l'air qui sont des véhicules physiques qui vont lui permettre, grâce à l'aérolique et donc la fluidique environnementale, l'air conditionné, etc., trouver des véhicules qui vont faire en sorte qu'il va se disperser de façon plus simple et plus importante. Et ces véhicules, c'est quoi? C'est l'humidité qu'il y a dans l'air, les petites gouttelettes auxquelles ce que l'on expectore vont s'amalgamer. C'est quoi d'autre? C'est bien sûr les particules qui peuvent être émises de poussière, qui peuvent être émises par la pollution environnementale ou tout simplement la pollution que nous avons dans notre pièce. Donc, les indices de salubrité, l'indice viral, il est lié à la capacité environnementale de disperser ce virus et donc implique non seulement la mesure du CO2, mais aussi la mesure de l'humidité et des particules surtout. Voilà ce que nous conseillerions aujourd'hui pour permettre d'avoir une véritable vision de la salubrité environnementale. Donc, aller bien plus loin que l'analyse simple du CO2, évidemment, qui en lui-même ne sert pas plus que ça. Absolument, puisque depuis Charlemagne, le niveau de CO2 dans les classes est beaucoup trop élevé. Et donc, effectivement, idéalement, il faudrait travailler dans la cour d'école, ce que certaines écoles dans nos montagnes vont avoir des difficultés à faire. Voilà, et surtout, pour rassurer également tout un tas, je dirais, d'étudiants ou autres qui nous écoutent, le CO2 augmentant et réduisant nos capacités cognitives, c'est juste un petit peu pour la boutade, mais c'est pas parce qu'on est à la fin de la classe, au fond de la classe et qu'on s'endort, c'est peut-être une histoire de CO2. Hein. Je vais vous donner, absolument, et je vais vous donner tout simplement l'exemple de nos départs en vacances avec nos épouses, nos enfants, nos animaux. Le niveau de CO2 dans la voiture augmente très fortement, et d'ouvrir la portière pour se rafraîchir, c'est se rafraîchir, mais c'est aussi baisser le niveau de CO2, et c'est comme ça que l'on reprend un peu d'énergie pour continuer la route. Donc, très clairement, le CO2 n'est pas le vecteur aujourd'hui d'indication sur cette salubrité, sur cette pandémie. Il faudrait que nous allions plus loin. Alors, pour aller plus loin, justement, on pourrait imaginer quelques pistes, quelques voies, et peut-être aussi la nécessité, je dirais, de déclencher des systèmes de remédiation pour aller au-delà de la mesure. Parce que la mesure, effectivement, en un moment donné, dans des conditions données,
va nous permettre d'agir, de ventiler plus ou de se dire attention, ici il va falloir qu'on fasse une adéquation entre le niveau de chauffage ou de rafraîchissement, le volume qui est à brasser, ce qui est à donner, mais on a aussi d'autres éléments qui vont nous permettre de bien faire. Absolument. Et quand vous dites ventiler, c'est tout à fait exact. Quand on peut le faire, c'est-à-dire que les ouvertures, les fenêtres ne sont pas toujours disponibles, les systèmes d'air conditionné ne sont pas toujours adaptés en temps réel à l'usage du bâtiment, et donc le travail aujourd'hui doit être fait sur la capacité en temps réel d'adapter ces environnements, d'avoir des systèmes de gestion de la qualité de l'air en temps réel, mais aussi d'introduire des systèmes de remédiation. Et par exemple, la filtration de l'air pour réduire les particules, des systèmes d'ozonolyse, de photocatalyse pour réduire les COV ou de charbon actif, sont des systèmes qui doivent être déclenchés au moment où on en a besoin, pas une utilisation permanente, parce qu'ils créent aussi eux-mêmes des nuisances indirectes, le bruit par exemple, mais qui doivent être déclenchés quand le niveau non seulement de CO2, mais aussi les niveaux de particules ou de COV en général soient présents. Parce que vous avez totalement raison, Nicolas, s'il n'y a que mesure sans remédiation, ce n'est que ruine de l'âme et donc un côté anxiogène des données qui va être fortement contre-productif dans la situation qui est la nôtre. Alors, on voit arriver aussi pas mal d'outils à notre service et des outils qui vont nous suivre tout au long de nos bâtiments, dans nos lieux de vie. On parle d'open space, évidemment, et on voit émerger assez fortement des colonnes qui se promènent et qui sont là pour épurer notre air et qui vont suivre, analyser tout au long de leur passage dans les bureaux, dans les couloirs, dans les grandes pièces. Est-ce qu'à un moment donné d'avoir quel pourrait être, on n'a pas beaucoup de recul sur ces éléments-là pour le moment, mais quels pourraient en être, je dirais, les avantages, les inconséquences peut-être. Quelqu'un qui aime bien de la quiétude dans son travail, d'un seul coup, vous le disiez tout à l'heure, il y a le bruit, il va voir passer une tour devant lui qui va peut-être, pour qu'on l'identifie, être lumineuse, peut-être avoir des petits clignotements. Il va se dire, voilà, il va quitter son boulot pendant quelques instants, revenir à la concentration va peut-être être plus compliqué. C'est pour préserver sa qualité de l'air, mais d'un autre côté, il va se passer d'autres choses. Et est-ce qu'on va avoir envie de partager la vie de ces appareils autour de nous ? Eh bien, écoutez, je crois que c'est tout le but de reconstruire cette confiance dans ces environnements. Et pour reconstruire cette confiance, effectivement, il y a des systèmes de remédiation qui sont plus simples, qui sont joués justement sur une automatisation du renouvellement d'air, sur une accentuation des débits d'air, qui vont bien sûr aussi créer des problématiques énergétiques de consommation. Donc, il faut coupler la mesure avec la remédiation, de façon à ce que l'on transforme les bâtiments en des bâtiments organiques qui vont s'adapter en temps réel à l'usage. Je n'ai pas j'ai moins de passagers dans les aéroports à une heure donnée, j'adapte mon air conditionné. J'ai plus de passagers, je l'augmente, et ainsi de suite, de façon à ce qu'effectivement, soit par des techniques classiques, encore une fois l'air conditionné, et puis des systèmes un peu nouveaux comme la remédiation d'air, la filtration d'air, que ça soit par des systèmes stables ou des systèmes mobiles, comme vous venez de le dire, Nicolas, des robots qui pourraient se promener et filtrer. Effectivement, c'est un peu le futur, un futur proche. Mais ça arrive. Mais déjà, jouons avec ce que l'on a sous la main, et cela déjà améliorerait fortement notre environnement. Oui, d'autant plus qu'on sait les contraintes de trouver je dirais, des éléments électroniques pour faire fonctionner tout ça à l'heure actuelle. En les multipliant encore, on va peut-être encore multiplier les problématiques d'approvisionnement, notamment, bien évidemment. Une autre question également sous-jacente, on va avoir tous ces appareils, tous ces systèmes, mais à la base, on a quand même des systèmes dans nos lieux de vie qui nécessitent une isolation, qui nécessitent des ouvrants, qui nécessitent des systèmes de brassage de l'air ou de filtration. Il va pas falloir que cela se fasse sans qu'on ait les personnes en capacité de monter ces systèmes, en capacité de les entretenir, de les maintenir et d'en avoir un usage convenable. Et quand on voit qu'on a quelques marches qui se décalent les unes par rapport aux autres entre les systèmes qu'on est capable de faire extrêmement pointus et
je dirais toute la filière derrière qui a du mal à suivre pour dire non mais pensez à ventiler, pensez à entretenir votre système. On le voit dans les maisons où moi je fais une comparaison qu'on peut faire avec notre véhicule. Notre véhicule, on l'emmène au garage, il nous fait l'entretien. La voiture, elle a dit voilà le bouton, le voyant orange, faites votre entretien. On y va, on le fait, on se pose pas de questions et ça se passe bien. Notre maison ou notre logement ou nos bureaux le nécessitent également, mais on le fait pas. C'est absolument correct. À changer sur ce plan-là, je pense. C'est absolument correct et c'est pour ça qu'il faut travailler de façon, je dirais, symbiotique entre la mesure et la remédiation. Il ne peut pas y avoir l'un sans l'autre. La mesure seule est anxiogène, la remédiation seule va au-delà des problématiques RSE, trop consommation d'énergie, on ne sait pas quand est-ce qu'il faut faire la maintenance. Donc toute une série de paramètres qui font que il faut faire une mesure dispersée et non pas une mesure intégrée dans le système de remédiation aussi. C'est très important de le mentionner, Nicolas, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de systèmes de remédiation qui intègrent la mesure. C'est comme si on mettait le thermomètre sur le système de chauffage. Il faut avoir une mesure dispersée qui permet ainsi de déclencher dans un autre endroit, bien sûr, en aspirant ces polluants. Donc, mesure et remédiation, c'est le binôme de choc que je recommande pour la qualité de l'air. Voilà, et puis à chacun aussi, on a dans notre vie des droits et on a des devoirs. On a un devoir envers nous-mêmes et envers nos proches et les gens que nous côtoyons tous les jours, de faire attention à eux. Et faire attention à eux, ça passe aussi tout simplement si j'ai un système de ventilation, imaginons une double flux ou une ventilation mécanique par insufflation, on en a parlé dans l'émission précédente, à un moment donné on a des filtres, et il faut juste penser à changer ces filtres aussi, et il faut le prendre comme une chance de prendre soin de nous plutôt qu'une contrainte de dire encore ça à faire, quoi. Il y a des moments il faut voir les priorités et remettre notre vie en priorité. C'est un devoir civil, je dirais, pour reprendre les dernières, débats sur l'impact de notre liberté sur les uns et les autres, notamment autour du vaccin. Eh bien, la qualité de l'air, faire attention à ce que l'on fait, faire attention à nos choix de vie et de comportement, au choix des matériaux que l'on met, à notre capacité d'accompagner nos collaborateurs, nos parents, ça devient aussi un choix citoyen qui impacte non seulement notre santé, mais aussi les gens qui vivent autour. Et donc, je crois qu'il est essentiel aujourd'hui que ça revienne au centre de nos préoccupations. C'est un choix et une décision citoyenne qu'il nous faut faire aujourd'hui. Justement, j'entendais il y a quelque temps une émission télé où il y avait un représentant justement des professeurs qui parlait avec véhémence qu'il fallait absolument les capteurs de CO2, absolument ce qu'il fallait. Moi, je dirais également un peu de bon sens de chacun et de se dire, j'attends pas tout des autres et il faut que je prenne ma part aussi moi-même dans ce que je fais, de prendre soin. On le répétait, il y a eu les masques, il y a le gel hydroalcoolique, un peu ouvrir les fenêtres, même si ça peut être des fois embêtant. On n'a pas d'autres moyens, mais il faut utiliser ce qu'on a à notre disposition. Vous le disiez. Absolument, et faire de la pédagogie, parce que Nicolas, ce que vous savez peut-être pas, mais c'est que derrière nos masques, quand nous les portons, nous sommes déjà à 2000 ppm de CO2. Donc la concentration derrière nos masques est déjà largement au-dessus des niveaux qui sont je dirais recommandés. Donc aujourd'hui, le CO2, ça va avoir un effet boomerang social et politique extrêmement important si on limite la mesure au CO2, car tout un chacun n'ayant pas l'expertise autour de ces mesures vont prendre cela comme du pain béni et vont avoir des droits de retrait, des angoisses, des perturbations sur des niveaux de CO2 qui vont être atteints extrêmement rapidement dans les classes. Et donc, encore une fois, soit on travaillera dans la cour avec des moufles aux mains, soit il nous faut changer nos systèmes et toute la chaîne de valeur associée pour qu'il y ait une qualité de l'air globale qui s'améliore dans nos écoles. Et tous nos lieux de vie, bien évidemment. Jean-Christophe, merci pour ce mot de la fin. Améliorons notre qualité de l'air pour tout un chacun, pour chacune, bien évidemment. Jean-Christophe, au grand plaisir de se revoir. Ça fait déjà 2 fois qu'on se voit. Vous êtes le bienvenu à l'émission. Et si vous savez très bien, il suffit de même pas taper. Il faut ouvrir la porte parce que nous, on parle de qualité de l'air. Donc la porte, elle s'ouvre très facilement, voire même elle est tout le temps ouverte. Et tous ceux qui ont justement des bonnes choses à nous apprendre sont évidemment les bienvenus. Jean-Christophe, merci infiniment. Merci Nicolas, merci à vous, merci à votre équipe. Au plaisir. Et puis également, je souhaite à tous nos auditeurs, toutes nos auditrices, de passer une bonne fin de semaine. Et puis n'hésitez pas,
Élémentaire, mon cher Nico, c'est sur www.radio-immo.fr. Il y a des podcasts, vous pouvez le revoir quand vous le voulez, hein, c'est dans la partie environnement durable, vous le retrouvez facilement. Des émissions, ça fait la 4e année que nous existons, il y en a eu plus d'une centaine déjà, et gagez que ça ne va pas s'arrêter en si bon chemin, vu l'intérêt qui est porté de plus en plus pour notre ère. Merci encore, à très bientôt. Pour bien respirer, c'est élémentaire, bien sûr. Au revoir, Jean-Christophe. Au revoir, Nicolas. Élémentaire, mon cher Nico, une émission à réécouter et télécharger gratuitement sur radio-imo.fr, l'application mobile Radio Imo et sur tous les agrégateurs de podcasts.